Quand on parle d'écologie, on pointe facilement du doigt les Américains bas du front qui doutent de la réalité des bouleversements climatiques. Mais est-ce qu'on est si irréprochable de notre côté quand on parle d'éoliennes, du nucléaire, des OGM, des conséquences d'un changement de 2 degrés Celsius seulement? Est-ce qu'on ne fait pas circuler des fake news malgré nous? Alors on s'arrête sur 2 types de fake news, celle autour du changement climatique et celle autour des pesticides. Les propagateurs de fausses nouvelles labourent le terrain. Pour Phosphore, on va récolter un peu de rigueur scientifique. Yes! Superbe nouvelle tout le monde! Il y a une étude qui vient de démontrer que le changement climatique, ça sauve des vies. Plus besoin de lutter contre le CO2. Je vous jure, je vous partage l'article tout de suite. Et voilà, allez lire ça. Bon ben, je vais aller faire rouler ma voiture pour aucune raison, moi. C'est parti. Attends Thomas, c'est un fake. C'est pas ce qu'ont montré les scientifiques dans leur étude. Moi j'ai inventé un outil pour donner la parole aux scientifiques du climat et rétablir la vérité. Allez, on en parle. Retour en arrière. On est dans les années 2010. En Europe, on entend pas mal de climato-sceptiques. Les changements climatiques? Ça existe même pas! Ou en tout cas, c'est pas à cause des activités humaines. Aux États-Unis, les lobbies du gaz ou du pétrole paient carrément des personnes pour nier le changement climatique dans les journaux. Ça interpelle les autres scientifiques, bien sûr, et parmi eux, notre chercheur du jour, il est climatologue. En étant chercheur soi-même, la première chose qu'on ressent face à la désinformation, c'est la frustration. On peut faire un petit tweet, on peut écrire un article de blog, mais personne ne va le lire. Donc c'est ça que beaucoup de scientifiques aussi ressentent. Ils sont un petit peu désemparés et frustrés de ne pas pouvoir rétablir ce qu'ils ont passé des décennies parfois à étudier face à des gens qui, juste du jour au lendemain, se sont décrétés experts du changement climatique. Parmi ces experts autoproclamés, il y a par exemple Björn Lomborg. Il gagne des fortunes pour écrire des articles pseudo-scientifiques sur le climat. Par exemple, dans le New York Post, le changement climatique sauve des vies. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé une étude, qui est une étude réelle, qui dit qu'il y a moins de morts chaque année à cause du froid. Et là où il fait une erreur, c'est de dire ça, c'est à cause du changement climatique. Donc le changement climatique sauve des vies. Sauf que l'étude sur laquelle il s'appuie, nous, on a demandé à son auteur, Monsieur Gasparini, il nous dit non, c'est pas ça qu'on a dit. Ça peut être dû à beaucoup d'autres choses. Par exemple, il y a des meilleurs chauffages. Et donc, c'est normal que le nombre de morts diminue chaque année. Eh oui, le gars déforme les études comme on déforme de la pâte à modeler. Dans une autre publication, alors que la Californie, la Sibérie, l'Amazonie, l'Australie et tous les i de la planète brûlent, il écrit « Les feux ont diminué ». Sous-entendu, votre changement climatique, c'est de la foutaise. La manière dont un négateur du changement climatique va essayer de manipuler les gens, c'est d'utiliser des termes flous. Par exemple, les feux ont diminué. Oui, mais en fait, ça diminue uniquement parce que les feux agricoles ont diminué. C'est-à-dire qu'avant, les gens mettaient beaucoup de feu dans leurs champs pour nettoyer à la fin de la saison de récolte. Et de moins en moins, ça se pratique à l'échelle de la planète. Et quand on vire les feux agricoles, on constate que la surface brûlée par les feux de forêt, elle augmente beaucoup, en partie à cause du changement climatique. Alors pour contrer ces sombres conneries ambulantes, Emmanuel Vincent a mis sur pied le site Climate Feedback. Avec son équipe, il traque les contenus en anglais qui parlent de science et de climat et qui font le buzz sur Internet, et il demande à des experts, des scientifiques qui ont un doctorat sur le sujet et qui ont publié dans les meilleures revues, de vérifier si ça tient la route. Verdict, l'article sur les feux de forêt par exemple est trompeur. Celui sur les changements climatiques qui sauvent des vies est sans fondement. On t'a grillé, monsieur le climato-sceptique! T'as écrit un gros baratin! Et après, Climate Feedback demande aux auteurs de corriger leurs articles. Celui-ci, par exemple, prétendait que la grande barrière de corail allait très bien. Oups! Les auteurs avaient mal lu l'étude. Ils ont modifié le texte. Donc ça arrive dans 10-15% des cas. Dans d'autres cas, ils ignorent. Et dans certains cas, ils nous attaquent en justice. Ah, les affreux! Bon, alors Emmanuel Vincent et son équipe prennent des avocats, mais surtout pour que les fake news circulent moins, ils font leur rapport à Facebook. La plateforme les rémunère pour vérifier les infos sur le climat. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont montrer sûrement la vidéo beaucoup plus bas dans le feed, ne plus mettre en avant ce contenu qui a été marqué comme faux ou trompeur. Et ce que fait Facebook en plus, c'est qu'il rajoute une petite notification par-dessus le post, donc
une image grisée qui dit « attention, l'information est fausse ». Facebook envoie comme ça des milliers de notifications suite au signalement des scientifiques. L'équipe vérifie aussi que YouTube retire les pubs sur les vidéos qui nient le changement climatique, comme celle de ce charmant monsieur. Elle a fait presque 1 million de vues et dit notamment que le niveau de la mer a toujours monté. You acknowledge that the water is rising. Yes, the water has been rising for approximately 20,000 years. C'est une affirmation qui est trompeuse si on s'en tient à ça. Pourquoi? Parce que il y a 20 000 ans, effectivement, il y avait un maximum glaciaire, donc le dernier âge glaciaire, qui s'est terminé il y a 20 000 ans. Et donc, entre il y a 20 000 ans et il y a 8 000 ans, le niveau de la mer a augmenté d'environ 100 mètres parce que la glace fondait. Mais ensuite, depuis 8 000 ans, le niveau de la mer est stable. Et maintenant que l'homme réchauffe le climat, le niveau de la mer recommence à monter. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, cette vidéo a été marquée comme étant trompeuse, partiellement fausse sur Facebook, et donc il y a moins de gens qui l'ont vue. Par contre, sur YouTube, la vidéo gagne toujours de l'argent avec la pub. Bouh! À chaque fois, pour écrabouiller les erreurs ou les mensonges, l'équipe de Climate Feedback sort des schémas, des chiffres. Par exemple, ce graphique pour prouver que c'est bien le CO2 qui cause le changement climatique. À la verticale, les températures. À l'horizontale, la concentration en CO2, mais 21 ans plus tard. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre en compte l'inertie thermique. C'est comme quand je me mets dans une couverture, au début il fait froid et petit à petit ça chauffe. Donc là, c'est pareil, si on rajoute une couverture sur la Terre, on va se réchauffer, mais ça prend 20 ans pour que l'effet du CO2 se voit sur la température. Et donc quand on fait ça, on voit une corrélation pratiquement parfaite. C'est jamais une preuve à 100%. C'est ça la science. C'est qu'on élimine des hypothèses, on en valide d'autres. C'est à la fois une force puisque on regarde tout et on n'est jamais sûr à 100%, mais c'est aussi une faiblesse dans le sens où les négateurs peuvent dire « mais vous n'êtes pas sûr, alors moi je propose quelque chose d'autre ». Au total, depuis 2015, Climate Feedback a évalué plus de 300 contenus du web. Facebook a envoyé des dizaines de millions d'alertes à ses utilisateurs pour qu'ils réfléchissent avant de partager. Je suis épaté. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour que les fake news sur le climat circulent moins? C'est premièrement d'informer les gens sur le fait que quand ils arrivent sur Internet, le contenu qu'ils voient peut provenir de n'importe qui va dire n'importe quoi sans vérification. La deuxième chose, ça serait dans les médias justement, de faire en sorte que de leur côté, ils fassent plus attention aux experts qu'ils interviewent. Et la troisième, c'est que les plateformes elles-mêmes fassent aussi un travail qui consiste à ne pas seulement mettre le contenu en avant parce qu'il est viral, populaire et uniquement ça, et mettre en avant préférentiellement des informations fiables. Ben, ça semble tellement simple dit comme ça, mais j'ai comme l'impression que votre équipe est pas prête d'être au chômage, vu l'inondation de fake news. En tout cas, maintenant, avant de partager une info scientifique complètement incroyable, je vais me poser 2-3 questions. Qui me raconte les résultats de cette étude? Est-ce que cette personne aurait intérêt à déformer les résultats? Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos avec des scientifiques qui luttent contre la désinformation. Et d'ici là, dopez votre esprit critique. Ciao! Je comprends pas pourquoi certains pesticides ont été interdits en Europe. Il paraît qu'ils tuent les abeilles, mais ils peuvent mourir d'un tas d'autres choses. C'est certainement pas ces produits, les néonicotinoïdes, qui leur font du mal. Attention Thomas, c'est pas parce que les abeilles ont des parasites et des virus qu'elles ne peuvent pas mourir avec des pesticides très toxiques. Je vais vous expliquer. Je suis Mireille l'abeille et je suis sensible à tout un tas de trucs. Mais, dans les années 90 en Europe, un nouveau fléau mystérieux m'a terrassé. Et je vous présente, madame, messieurs, un des sauveurs des abeilles en Europe. Rien que ça. Il y a toujours eu des intoxications d'abeilles par le passé, mais dans les années 95-97, il semble qu'il y ait eu autre chose, puisque finalement, dans les zones de grande culture, en particulier les zones avec des tournesols en fleurs, beaucoup de colonies mouraient. Et le seul facteur qui avait changé,
c'était que les graines de tournesol étaient enrobées par un insecticide neurotoxique puissant, l'imidaclopride, dont le nom commercial était Gaucho, qui avait la propriété en plus d'être systémique, c'est-à-dire qu'il pouvait se mouvoir depuis la graine dans toute la plante pour arriver jusqu'aux fleurs et contaminer le nectar et le pollen récoltés par les abeilles. Les apiculteurs vont voir les services de l'État. Officiellement, tout roule. Les fabricants des pesticides ont fait les tests nécessaires. Alors les apiculteurs vont voir des chercheurs pour savoir si l'insecticide peut empoisonner les abeilles. Contrairement à ce que disaient les firmes et le ministère de l'Agriculture, la réponse était oui. Il y a de l'insecticide dans le pollen de tournesol et dans le nectar aussi. Oui, les quantités trouvées dans la nourriture des abeilles étaient suffisantes pour provoquer des troubles et des mortalités. Ah ah! Donc le coupable a vite été démasqué, l'insecticide a été interdit, et voilà, fin de l'histoire. Sauf que là, c'est juste le début de la vidéo. Il a fallu 25 ans depuis les premières alertes jusqu'à l'interdiction des néonicotinoïdes, en particulier de l'imidaclopride. 25 ans. C'est intense quand même. En fait, en 2001, 4 ans après les premières alertes, voyant que les choses avancent pas, Gérard Arnold se débrouille pour être nommé dans un groupe de travail du ministère de l'Agriculture sur la toxicité des pesticides. Et là, il devient, sans le savoir, un énorme poil à gratter. Dans un premier temps, j'étais assez naïf, c'était un insecticide dont la propriété est de tuer les insectes. Il n'était pas très étonnant que ces comportements de l'abeille soient affectés et voire même aillent jusqu'à provoquer sa mortalité. Je pensais tout simplement que les structures administratives étaient capables de comprendre ça et puis voilà, de résoudre ce problème. Et non. Pourtant, la conclusion du premier rapport en 2003 est limpide. L'enrobage de semences de tournesol Gaucho conduit à un risque significatif pour les abeilles. Et bizarrement, le logo du ministère de l'Agriculture disparaît de la couverture du rapport. En fait, ces travaux scientifiques agacent le lobby des pesticides, qui est un énorme secteur économique. Pendant presque 20 ans, Gérard Arnold va faire face à de la fabrication d'incertitudes, ou fabrique du doute. Vous savez, c'était la technique utilisée par les industries du tabac ou de l'amiante pour qu'on soit jamais sûr que ce sont leurs produits qui causent des cancers. Si on fait des recherches, normalement on trouve assez rapidement. Il ne faut pas 25 ans pour une question aussi simple que celle-ci. Ma méthode préférée pour fabriquer de l'incertitude, faire diversion, noyer le poisson. Ben oui, si je fais uniquement des recherches sur les liens entre le cancer du poumon et le fait de manger des pommes, je risque de pas conclure que la cigarette est coupable. Par exemple, la Commission européenne avait financé une étude. Malheureusement, ils ne prenaient en considération que les pathogènes, les agents infectieux, virus, bactéries. On ne trouve que ce qu'on cherche. Dans le cas de l'étude Epilobi, ils ont trouvé des maladies. Ils ne risquaient pas de trouver des pesticides puisqu'ils n'ont pas cherché. Si vous voulez fabriquer du doute et gagner du temps pour continuer à vendre vos produits, vous pouvez aussi jouer sur les détails. Gérard Arnold a lu des centaines de rapports des fabricants pour séparer le vrai du faux à propos du pesticide. Le troisième ingrédient pour fabriquer de l'incertitude, c'est d'organiser des conflits d'intérêts. Vous pouvez, par exemple, influencer des scientifiques. Moi, grand pneumologue, je vous assure que la cigarette ne nuit pas aux poumons. Allez, je vous laisse, un fabricant de tabac m'offre un voyage aux Bahamas. Bye bye! Et sur les pesticides, il y a eu un joyeux mélange des genres. Et sinon, pour un bon gros conflit d'intérêts, vous pouvez demander aux fabricants de juger de la toxicité de leurs propres produits. Ce monde est trop cynique, ma pauvre Mireille. Mais, finalement, au bout de 25 ans, la persévérance de Gérard Arnold et d'autres acteurs a porté ses fruits. Parmi les retombées, on peut considérer comme très positif l'interdiction de 3 néonicotinoïdes, donc il y en a plusieurs autres, en 2018, mais quand même avec des restrictions, parce que vous avez vu dans le cas des betteraves en France, par exemple, on a réautorisé un néonicotinoïde. Tout un tas de personnes sont agglomérées à un certain moment pour faire que, et en particulier les citoyens, pour faire que l'Europe soit obligée d'arriver à cette solution d'interdiction qui était pourtant évidente depuis longtemps. Bon, enfin! Alors ça veut dire que les petites abeilles ont gagné contre le Goliath des pesticides? On a parlé d'un pesticide ici, un insecticide, l'imidaclopride, mais les fongicides peuvent jouer également un rôle.
et surtout en combinaison les uns avec les autres, qu'on appelle l'effet cocktail. Il y a des avancées, mais elles sont très très lentes, très dévoreuses d'énergie, et c'est tellement long et jamais valorisé par les carrières scientifiques que beaucoup de gens laissent tomber. Monsieur Gérard, vous êtes mon héros! Mes cousines européennes ont eu très chaud aux antennes. Cette idée de fabriquer du doute, elle est redoutable. En investissant beaucoup de moyens pour faire croire que ton produit n'est pas coupable, ça peut passer. Il faudrait changer quoi pour que les fabricants de doutes sévissent moins à l'avenir? Obtenir beaucoup de crédits, de manière à ce que les laboratoires ne soient pas obligés d'aller chercher en permanence des crédits à l'extérieur, voire dans le privé, avec des conflits d'intérêts possibles. Il faut que ce soit l'argent public. Les conflits d'intérêts ne devraient pas exister dans une démocratie. Je pense que le scientifique a un petit rôle d'alerte, mais après, un scientifique n'a pas de poids. Ce sont les citoyens et leurs organisations qui peuvent vraiment faire pression sur les gouvernements, les élus, etc. Comptez sur nous, on va ouvrir l'œil. Je regarderai plus jamais les abeilles de la même façon, et les scientifiques non plus d'ailleurs. Leçon pour la prochaine fois, toujours chercher d'où vient l'information que je lis. Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts? Est-ce que quelqu'un cherche à créer du doute? Et sur ce, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur les chercheurs face à la désinformation scientifique. Et d'ici là, musclez votre esprit critique. Bye!